Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 486 d'E-Média, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur la pression judiciaire exercée contre les militantes du collectif Némésis après une action banderole à Besançon. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à l'affaire Mila et à la pression médiatique qu'elle a subie. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour, quant à lui, sera consacré à Pierre Péan, un grand journaliste aujourd'hui disparu, expert de la corruption et des réseaux d'influence. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le immédiat numéro 486. La météo est venteuse, au risque de décoiffer les médias. Normalien et avocat, Philippe Prigent a engagé une action auprès de l'Arcom pour le compte du Cercle Droit et Liberté et de l'OGIM. Prigent veut demander à l'Arcom, le gendarme des médias, d'agir auprès des chaînes de services publics, comme d'ailleurs de BFM et de LCI, pour qu'elles respectent le pluralisme. Vous pouvez l'aider à nourrir son dossier. Comment ? En lui signalant avec des références précises, de noms, de dates, d'heures, les partis pris idéologiques et politiques du petit monde médiatique. À vos claviers. L'image de la semaine, c'est la répression judiciaire du collectif Némésis après une action banderole. Rappel des faits, deux militantes du collectif Némésis identitaires ont déployé des pancartes dénonçant l'immigration lors du carnaval de Besançon ce dimanche 7 avril. Comme on le voit sur cette image, les deux jeunes femmes brandissent des pancartes faisant le lien entre étrangers et violeurs. En plus de cette pancarte, on a également une banderole qui a été déployée, que l'on voit ici. Et Jean-Yves, est-ce que vous avez déjà un commentaire à faire sur cette action et sur les messages qui ont été portés par le collectif Némésis ? Le message, c'est un message de fait. C'est un message de fait, c'est-à-dire qu'il y a eu, au cours de l'année passée, 46 femmes qui ont été agressées sexuellement et violées par des gens, des étrangers, sous OQTF. Et donc, c'est évidemment quelque chose de particulièrement choquant, puisque ces gens-là n'auraient pas dû être là, ils auraient dû être sortis du territoire de France, et par conséquent, ces 46 femmes n'auraient pas été victimes. Donc, le collectif Némésis, il rappelle les faits, et il l'illustre d'une manière assez vigoureuse, mais assez factuelle, puisqu'on voit effectivement dans l'image une femme de type européen qui est agressée par un homme qui n'est pas de type européen. Alors c'est sans doute ça qui a beaucoup choqué les belles âmes antiracistes et la maire de Besançon, la maire écologiste de Besançon, mais c'est factuel. Ce qu'on veut interdire, c'est la connaissance des faits. Cette action du collectif Némésis a eu des répercussions judiciaires et politiques. D'abord, la maire de la commune a porté plainte pour incitation à la haine au lendemain de cette action. Et plus grave, une des deux jeunes filles, qui s'appelle Yona, a été placée en garde à vue. Et une perquisition a eu lieu au domicile de ses parents, comme le rapporte la présidente du collectif Némésis, Alice Cordier. Et après la diffusion du hashtag Libérez Yona, la jeune femme a finalement été libérée. Alors Jean-Yves, que pensez-vous des conséquences judiciaires données à cette action simple de brandir des pancartes et une banderole ? Alors, on est véritablement dans ce qu'on peut appeler le régime actuel, le régime Macron, c'est l'anarcho-tyrannie. L'anarcho-tyrannie, ça veut dire qu'il y a un laxisme absolument général pour les agressions violentes, 350 000 agressions violentes chaque année. Très peu sont réellement poursuivis. Donc ça, c'est le côté anarcho. Et le côté tyrannie, c'est la répression des gens qui dénoncent les faits. Et on poursuit bien davantage le délit d'opinion que le délit physique. Parce que
les ressources judiciaires, les ressources policières, elles ne sont pas infinies. Quand on mobilise la police et la justice pour une banderole ou une pancarte, ça veut dire qu'on laisse des agresseurs courir en toute tranquillité par ailleurs. Les ressources ne sont pas infinies. On mobilise, je pense qu'il faudrait faire un bilan, un coût en hommes et en hommes juges et en hommes ou en femmes juges et en hommes ou en femmes policiers sur toute la répression politique et se poser la question quelles sont les conséquences de cette dispersion des moyens par rapport à là où il serait nécessaire. Le traitement médiatique de cette affaire montre que les médias du système ont bien sûr un avis très défavorable par rapport au collectif Némésis, comme le montrent ces titres d'articles. Alors, quand on en lit quelques-uns, Yahoo Actualité, qu'est-ce que le collectif Némésis défendu par l'extrême droite après une action coup de poing à Besançon ? France 3 Régions qui remet en cause carrément l'engagement de Némésis. Qui sont les militantes de Némésis, ce groupe d'extrême droite qui se dit féministe? On a seulement le titre du JDD qui est un petit peu plus neutre. Violeur étranger dehors, la maire de Besançon porte plainte contre le collectif Némésis. Du côté des réactions politiques, quant à elles, on peut citer la réaction de Jordan Bardella, reprise ici par l'avocat Golnadel. On a également Marion Maréchal qui a soutenu et pris la défense du collectif. Jean-Yves, est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus ? Oui, j'ai un commentaire à faire parce que c'est un peu la première fois qu'il y a le soutien de personnalités politiques pour ce type d'action. Jusqu'ici, les personnalités politiques se tenaient très en retrait, à part peut-être Reconquête, mais le Rassemblement national se tenait un peu en retrait. Là, je pense qu'il y a une petite avancée. Jean-Yves, est-ce qu'on assiste, selon vous, à une aggravation de ce qu'on pourrait appeler la dérive liberticide du pouvoir en France ? Oui, alors absolument, puisqu'il y a des dissolutions d'associations, il y a des interdictions de manifestations, il y a des détentions arbitraires, mais cette dérive liberticide du pouvoir n'est possible que parce que elle est accompagnée ou tolérée, voire encouragée par les médias. C'est-à-dire, il y a les médias qui trouvent très bien cela, et donc qui aggrave la dérive liberticide du pouvoir. De ce point de vue-là, les médias ne protègent pas les libertés, au contraire. Ils protègent ceux qui s'attaquent aux libertés. Et il y a peu de médias qui simplement en parlent. Il y en a quand même un petit peu qui en parlent, mais il y a eu quelques articles, par exemple, dans le Figaro Vox, pour dénoncer cette dérive liberticide. Mais dans l'ensemble, les médias couvrent la dérive liberticide. Vous faites allusion à l'inflation législative sur les lois de censure. Alors, il y a aussi l'inflation législative sur les lois de censure, la question de la loi sur l'injure en ligne, la question de la criminalisation des propos privés, c'est-à-dire l'extension du délit d'opinion, non pas aux propos publics, mais aussi aux propos publics, sans parler, mais ça c'est un peu le zakouski, de la loi sur la discrimination capillaire, voilà. Qui vous convient parfaitement, j'imagine. Oui, absolument, oui, absolument, oui. Je vais créer une association, je vous le dis, je vais créer une association de lutte contre la chauvophobie, je vais poursuivre les gens qui tiennent des propos chauvophobes ou qui font de la discrimination chauvophobe, alors je vais gagner beaucoup d'argent, comme SOS Racisme dans le temps. Je la rejoindrai peut-être un jour. Ah bah oui, vous avez le temps, vous avez beaucoup de marge. Bon, d'ailleurs, Mathieu Bock-Côté est d'accord avec vous. Il a parlé sur CNews de cette dérive liberticide en employant des mots forts. Nouvelle génération dissidente, prisonniers politiques. Je commençais par ma conclusion, je dirais nous sommes témoins de l'émergence d'une nouvelle génération dissidente qui est persécutée politiquement, qui est persécutée juridiquement parce qu'elle ose nommer une réalité qui contredit l'idéologie dominante à laquelle nous sommes tous obligés d'adhérer si on veut circuler en société. En réponse à cet assaut judiciaire, le collectif Némésis a annoncé chez André Berkoff sur Sud Radio qu'ils allaient répondre également et porter plainte contre les abus commis. Écoutez. Il vaut mieux peut-être pas que tu portes plainte parce que l'ordinateur qu'on a sous scellé, il y a des infos qui pourraient peut-être te dédouaner, enfin un truc lunaire d'intimidation totale, parce qu'en fait ils ne veulent pas
faire reconnaître qu'il y a très certainement eu de gros abus dans le cadre de cette garde à vue et qui, moi, me semble hallucinante dans l'état de droit dans lequel on est censé être. Hallucinante. Oui. Le dossier du jour, c'est l'affaire Mila et la pression médiatique qu'elle a subie. Cette femme avait beaucoup fait parler d'elle, je l'ai dit, sur fond d'islamisation et de tensions communautaires. On se rappelle de cette polémique. L'affaire Mila commence en janvier 2020, alors adolescente de 16 ans. Elle refuse des avances d'un internaute musulman, reçoit de sa part des insultes homophobes et misogynes en se référant à Allah. En réponse, Mila publie alors sur Instagram une vidéo avec des propos concernant l'islam qui sont pour le moins très crus. Et alors que 4 ans se sont écoulés, la jeune Mila a aujourd'hui rejoint ou s'est rapprochée du moins du collectif Némésis. On la voit notamment sur cette photo avec la jeune Alice Cordier, la présidente de ce collectif. Et ce qui est intéressant, c'est les suites de cette affaire. En effet, on a appris qu'à l'époque, Mila avait subi une pression de la part du système politico-médiatique pour dire des choses qu'elle ne voulait pas dire et faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Elle en parle notamment au micro d'Apolline de Malherbe. Écoutez. Avant de passer sur ce plateau-là, et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée. Je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. C'est doublement intéressant. D'abord parce qu'elle nous dit, elle révèle les pressions que les médias qui invitent des gens font subir aux gens qu'ils invitent pour qu'ils disent ou ne disent pas telle ou telle chose. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'Apolline de Malherbe lui ait donné la possibilité de dire cela. Alors, je peux vous dire qu'on lui a très vite reproché. Parce que Apolline de Malherbe devait inviter le mercredi qui suivait Éric Zemmour, et elle l'a décommandé. Parce que on a dû lui faire comprendre, ou elle a compris elle-même, que Mila le lundi qu'elle en faisait un peu trop. Et Zemmour le mercredi, c'était pas possible. Ouais. Donc vous voyez les formes de contrôle ou d'autocontrôle des médias, et encore une fois, là, je ne porte pas de jugement négatif sur Apolline de Malherbe, parce que je pense qu'elle a été courageuse de donner à Mila la possibilité de dire ce qu'elle a dit. Mais vous voyez comme les choses sont verrouillées en quelque sorte en enchaînement de verrouillage, quoi. Puisque le simple fait de dénoncer un verrouillage conduit à un autre verrouillage. Bon, on a également Boulevard Voltaire, où Mila évoquait les pressions qu'elle a subies, cette fois en précisant un peu plus les auteurs de ces pressions. Écoutez. Qui m'a mis cette pression, c'est beaucoup de personnes autour d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup de chez les Républicains. Mais notamment beaucoup qui ne me l'ont pas mis cette pression-là. Des personnes qui ont toujours été respectueuses de mon libre arbitre. Beaucoup de macronistes que je peux pas dire que je fréquentais avant, mais qui m'avaient récupéré politiquement. Ce qu'elle décrit, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle un fait divers ou un fait de société, où on veut faire taire la famille. Et où ce qu'on avait vu dans l'affaire Lola. Où une partie de la famille avait été prise en main par les autorités, le préfet, les magistrats, tout ça. Les avocats, en général, on dit vous allez avoir un problème d'avocat, on vous trouve un avocat. Et on donne un avocat qui fait passer le bon message. C'est un cas particulier de quelque chose qui est beaucoup plus général. Oui, en fait, ce discours fait écho au politiquement correct qu'il faut appliquer si on veut continuer de passer à la télévision. La dernière à en avoir fait les frais, c'est Thaïs Descuchon, qui avait été très maltraitée par BFM TV au nom de la maîtrise de l'antenne, avec des propos polémiques qu'elle avait déclarés. Rappelez-vous. Qui est mise en place à l'heure actuelle. Sur le viol, vous avez dit quelque chose. Vous disiez le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Jean-Yves, que peut-on dire sur ce politiquement correct obligé à la télévision et cette fameuse maîtrise de l'antenne ? Si vous voulez, il faut que, quand vous regardez la télévision de grand chemin, il faut vous dire que la personne qui parle, elle est dans un cadre contraint.
elle est obligée de dire certaines choses ou de ne pas en dire d'autres. Et alors vous allez me dire, mais elle peut ne pas le faire. Elle peut dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire ou ne pas dire ce qu'on lui demande de dire. Bah oui. Elle ne sera pas réinvitée. Elle ne sera pas réinvitée. Et donc les gens que vous voyez, ils disent des choses sous contrainte. Alors là, ce qui rétablit un minimum de liberté, c'est qu'il y a quand même aussi les exigences d'audimat, de dire des choses, et donc des médias comme BFM TV sont pris dans une contradiction entre rester dans le cadre très strict du politiquement correct et quand même ne pas perdre trop d'audience. Voilà. On a eu plusieurs réactions politiques à l'affaire Mila. Elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités de droite. On a Laurent Wauquiez, de manière plus originale, Éric Zemmour et Marine Le Pen, notamment. Mais Jean-Yves, je voulais, moi, vous interroger sur la notion de droit au blasphème. Car y compris dans les milieux catholiques traditionnalistes, certains condamnent les propos de Mila. C'est le cas, par exemple, de Pierre Derblay, un militant catholique qui était proche de Reconquête et qui dit dans un tweet « Bloqué par une sataniste LGBTQ+, en parlant de Mila, qui considère que toutes les religions, c'est de la merde, et Nouvelle Algérie du camp Nassio, en décomposition parce qu'elle proclame « Soyez islamophobe, si ça lutter contre l'islamisme, on est mal barré ». Jean-Yves, vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut soutenir un droit total au blasphème ou est-ce que Mila est le symptôme d'une société qui ne respecte plus le sacré ? Alors, personnellement, je ne suis pas pour l'interdiction du blasphème, qui existe d'ailleurs dans le droit sur certains sujets historiques ou politiques, donc il y a déjà du droit à blasphème. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Par contre, je suis pour le respect des croyances des autres. Et je ne vois pas la nécessité de tenir des propos blessants pour d'autres croyances. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux choses. Par contre, je ne veux pas non plus que les autres m'imposent des croyances, et je pense que la chariatisation de la société est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Pas légiférer dessus, en tout cas. C'est le simple savoir-vivre. C'est le simple savoir-vivre, oui, absolument. Pas d'interdit du savoir-vivre. Oui, enfin, c'est ma position. En tous les cas, l'affaire Mila renvoie quand même à un problème plus global, celui de l'islamisation, ou du moins de l'ensauvagement dans le cadre de l'école, avec des conflits communautaires et ethniques. C'est illustré par deux exemples récents, celui de Viry-Châtillon et de Montpellier. Premier exemple de cette islamisation de l'école, c'est Viry-Châtillon. Et dans ce contexte, le JDD titrait sur ce phénomène « Peur sur l'école ». Alors, on a eu la mort d'un jeune qui s'appelle Chemseddine à Viry-Châtillon. Son quartier pleure un adolescent drôle et gentil, sans histoire. Tugdual Denis, de Valeurs Actuelles, commente « La mort absolument tragique du collégien de Viry-Châtillon n'est pas un fait divers, mais un fait de société, d'une société en train de devenir invivable. » Écoutez aussi Tugdual Denis. Une indifférence sauvage à la vie des êtres humains, et là on est en plein dedans, et petit 2, une passivité, mais générale, politique, sociétale, à la montée de cette violence. Jean-Yves, avec ces faits d'actualité, à quoi est-ce qu'on assiste réellement ? Est-ce qu'on assiste à un problème avec l'école, une islamisation, un ensauvagement, comme dit Tugdual Denis ? Quel est le mot que vous employez ? Je pense qu'on a un problème avec l'immigration. Voilà, on a un problème avec l'immigration, parce que on dit il y a des problèmes à l'école, effectivement, mais quand on voit des problèmes à l'école, comme à Montpellier ou comme à Viry-Châtillon, c'est dans des écoles où il y a des problèmes entre immigrés, en quelque sorte, entre immigrés arabo-musulmans à Montpellier, entre immigrés arabo-musulmans et immigrés afro-musulmans à Viry-Châtillon. Donc c'est un problème lié à l'immigration. Comme quand il y a un problème, les problèmes d'agression dans les transports sont aussi liés à l'immigration. Donc il faut quand même dire les choses. Ce que précisément les médias de grand chemin cherchent à camoufler. Ce phénomène de guerre entre communautés est d'ailleurs révélé par les immigrés eux-mêmes. On a par exemple l'influenceur d'origine maghrébine Bassem qui parle du conflit ethnique et accuse la communauté noire du 91 d'avoir tué le jeune Chemseddine. Écoutez cette vidéo de Bassem. On ne s'est pas sauvé, on ne s'est pas barré, on n'a pas crié. Vous inquiétez pas.
Tout simplement, les gens ils vont dire que Bassem il attise la haine entre les communautés. Frères et sœurs maghrébins, c'est une réalité. On tue nos frères et nos sœurs. Même si la meuf, la prostituée, elle a rien à voir avec nous, elle reste du dème de chez nous. Moi, je vous parle de la façon de faire. Jean-Yves, un commentaire à faire sur ce conflit ethnique ? C'est un élément de la tribalisation de la France et du fait que la société multiculturelle, multiraciale est une société multiconflictuelle. C'était prévisible, malheureusement. Ça a été dit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Sauf que les gens qui le disaient, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ils étaient diabolisés et réduits au silence ou quasi-silence. Voilà. Mais c'est un phénomène qui était malheureusement éminemment prévisible. Oui, c'est pas une guerre civile, comme certains diraient, entre autochtones et immigrés, y compris dans la communauté immigrée, il y a des tensions internes. Il y a des tensions internes, on la voit d'ailleurs dans ces deux cas là dont nous parlons, là, le cas de Viry-Châtillon ou le cas de Montpellier dont on va parler, c'est des tensions internes aux communautés immigrées ou entre communautés immigrées elles-mêmes. En effet, le deuxième exemple de cette tribalisation, c'est l'affaire de la jeune Samara à Montpellier. On a notamment un interview dans le Figaro de la mère de Samara qui déclare « Elle se maquille un peu et s'habille à l'européenne. La jeune fille qui l'a agressée est voilée. Toute la journée, elle la traitait de mécréante. » Dans ce même article, harcèlement, islamisme, bêtises, extrême violence de TPMP, l'affaire Samara illustre tous les maux de l'époque. Comme le rappelle cet article du Figaro, Macron, lui, pointe la responsabilité des plateformes numériques et les médias aussi incriminent les réseaux sociaux pour éluder les vrais sujets. Comme le rappelle l'écrivain Paul Melun sur X, flagrant délit de propagande ce soir aux 20h du TF1, où on nous explique que les réseaux sociaux sont les causes de l'ultra-violence envers Samara. En revanche, pas un mot sur les causes migratoires, religieuses ou civilisationnelles. Jean-Yves, selon vous, est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux ou les plateformes numériques qui sont les responsables ? Et vous êtes d'accord avec les médias et derrière le réseau social, c'est un moyen technique. Derrière le moyen technique, il y a des hommes et des femmes. Si vous commettez un excès de vitesse ou un accident de voiture, c'est pas la faute de la voiture. C'est votre responsabilité. Et donc, il y a des bonnes utilisations de la voiture et des mauvaises utilisations de la voiture. Il y a des bonnes utilisations des réseaux sociaux et des mauvaises utilisations des réseaux sociaux. Mais les responsables, ce sont les hommes. Et en l'occurrence, derrière ces histoires de réseaux sociaux, là, nous avons des hommes ou des femmes ou des jeunes enfants ou des jeunes adolescents ou des adolescents qui se trouvent désolé de le dire, issu de l'immigration. Et le reportage de TF1, c'est quand même, le 20h de TF1, c'est 6 millions de personnes. Donc c'est ce qui est vu, le plus vu en France. Malgré tout, eh bien, ça vous explique, c'est les réseaux sociaux, les maisons des réseaux sociaux. Vous savez, à un moment, quand il y avait un problème avec l'islam, on disait, le politiquement correct disait, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Aujourd'hui, on dit, si les réseaux sociaux. Voilà. Eh ben, non, c'est pas les réseaux sociaux. Autre fait intéressant dans cette affaire Samara, c'est le changement de discours notable de la mère. La mère de Samara se livre notamment à une dénonciation de la récupération de l'extrême droite, je cite, « Écoutez dans TPMP ». Voilà, je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Et ces propos procèdent d'un changement de discours véritable, comme le relève Laurent Oberton. Jour 1, ma fille se maquille, elle s'habille à l'européenne. Celle qui l'a agressée est voilée. Toute la journée, elle se faisait traiter de couffard. Jour 2, ma fille est très pieuse, comme nous sommes une famille musulmane. C'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Et en réalité, ce virage pourrait être motivé par la peur des représailles communautaires, comme le suggère ce journaliste du Point, Kamel Daoud. Jean-Yves, quel est votre avis, vous, sur cette question ? Est-ce qu'on a forcé la mère à dire cela à cause de la pression médiatique comme Mila ? Est-ce que la mère a peur des représailles ou est-ce qu'elle pense tout simplement ce qu'elle dit ? On avait l'impression, en l'écoutant sur TPMP, lire quelque chose qui lui avait été écrit, d'avoir un otage.
Voilà. Et elle est sans doute otage de son environnement, du quartier où elle habite. Je ne pense pas, en l'occurrence, là, que... Peut-être otage aussi de milieux politiques type LFI, j'en sais rien. Mais manifestement, on ne peut pas dire un jour, ce que souligne très justement Roberton, un jour, c'est parce qu'elle s'habille à l'européenne, donc en gros, elle est considérée comme européanisée, et le jour d'après, mais c'est une pieuse musulmane qui fait sa prière 5 fois par jour, ce qui est entre nous moyennement crédible pour une adolescente de 14 ans, enfin bon, passons. Hein, voilà. Mais malheureusement, elle a subi des pressions, c'est clair, oui. Nous avons étudié dans ce dossier du jour les pressions médiatiques autour de Mila et l'islamisation de l'école. C'est parti désormais pour les pastilles de l'info. Première pastille, c'est un carton rouge. De la drogue a été retrouvée chez la mère d'Avallon. Au total, les gendarmes ont mis la main sur 70 kg de résine de cannabis, près d'1 kg de cocaïne, 7 000 € en espèces et 20 lingots d'or. Le butin est estimé à 2 millions d'euros. Et on voit ici cet élu d'Avallon avec de nombreuses personnalités politiques. On voit Macron, Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, Olivier Véran. C'est une personnalité, entre guillemets, proche du pouvoir. Même la presse internationale parle de cette saisie. Ici, le quotidien allemand Welt. Et on a aussi une vidéo assez amusante de Macron en 2021 où il félicite le précédent maire d'Avallon, Jean-Yves Collet, de sa passation de pouvoir à Jamila Abzaoui, chez laquelle on a retrouvé ce fameux butin. Écoutez, c'est assez cocasse. Ça fait quelques années que nous nous connaissons, cher Jean-Yves. Et j'imagine que le choix qui est fait, tu l'as comme d'habitude longuement mûri, c'est le tien, et il t'honore parce que rares sont les élus qui savent organiser et assumer leur succession, et tu le fais. Je sais aussi que tous les habitants d'Avallon savent ce qu'ils te doivent. Jean-Yves, rares sont les élus qui savent aussi bien organiser et assumer leur succession. Un vrai succès, non ? Ah, un vrai succès. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette phrase, elle est absolument incroyable. Elle aurait dû tourner en boucle, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias qui ont parlé de l'affaire. Il suffit d'imaginer que le maire RN de Hénin-Beaumont ou de Toulon ait organisé sa succession au profit d'un tiers qui aurait eu des problèmes du même genre, et que Marine Le Pen soit venue dire bravo, voilà un maire qui sait organiser sa succession. Ça serait en boucle tout le temps. Et là, Macron félicite un de ses camarades d'installer comme maire quelqu'un qui dit bravo, vous organisez bien votre succession, quelqu'un qui est quand même il y a peut-être encore la présomption d'innocence, mais enfin, il y a quelques doutes quant au fait que c'est un trafiquant de drogue. Voilà. Deuxième pastille, c'est l'idiot du village global. Le maire pleure les effets dont il chérit les causes. Cette fois-ci, c'est le maire de Viry-Châtillon. On en a parlé dans notre dossier du jour. Il y a eu un mort dans sa ville sur fond de tensions entre immigrés. Et le maire de la commune a réagi en pleurant. Écoutez. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Et ce maire de Viry-Châtillon, qui est pro-immigration, n'a eu d'autre réaction donc que de pleurer de la situation qu'il aurait lui-même contribué à causer dans sa ville. Éric Zemmour avait d'ailleurs comparé en 2022 sa ville à l'Afghanistan. Il s'avère qu'il ne serait finalement pas très loin de la réalité. Et le président de Reconquête se rappelle alors à son bon souvenir. Il y a 2 ans, le maire de Viry-Châtillon portait plainte contre moi parce que j'avais comparé sa ville à l'Afghanistan. Cette semaine, il pleure devant les caméras car la loi des talibans s'est bel et bien imposée chez lui. Alors Jean-Yves, avec ce maire, on pourrait se faire une réflexion. Les hommes faibles produisent les temps difficiles ? Oui, alors, ce maire, d'abord, il est dans la main des communautés immigrées, puisqu'électoralement, ce sont ses électeurs, puisque à Viry-Châtillon, le grand remplacement est passé par là. Et donc, au fond, il ne peut pas faire grand-chose. Et donc, comme il ne peut pas faire grand-chose, il joue de l'émotion. Voilà, il joue de l'émotion.
Et donc, l'émotion, ça permet de cacher le réel. Voilà. Parce qu'une fois que l'émotion est sortie, on n'ose plus rien dire. C'est le but. C'est un but d'intimidation. Alors ce maire a bien un regret, oui, c'est d'avoir qualifié d'animaux ceux qui ont tué ce jeune. Écoutez. Je voudrais redire qu'on a une responsabilité aussi. J'ai dit des mots cette semaine que j'aurais pas dû dire. Quoi? J'ai dit, par exemple, c'était sur l'émotion, mais je regrette de l'avoir fait. Je les ai comparés à des bêtes ou à des animaux. C'est une erreur, mais c'est naturel. Enfin, c'est pas naturel, c'est pas bien de l'avoir fait. Je le regrette et j'aurais pas dû. Jean-Yves, on est vraiment, moi je trouve, dans une mièvrerie, dans une auto-flagellation permanente. Cet homme, pour moi, c'est un peu la quintessence de ceux qui nous ont mis dans cette situation. Qu'en pensez-vous ? Bah oui, alors il a tout. Il a l'émotion pour cacher le réel et la pénitence. Voilà. Il a fait une déclaration un peu vive. Alors là, il se confond. On a l'impression qu'il y prend plaisir en plus. Oui, mais c'est terrible. Ouais, bon. Troisième pastille, désintox, le choix médiatique pour les couleurs des candidats aux élections européennes. Plusieurs débats sont organisés en ce moment à l'approche des élections européennes du 9 juin, notamment avec Marion Maréchal, la candidate de Reconquête, et la chaîne BFM TV a fait un choix, disons, orienté concernant les couleurs derrière les candidats, comme le fait remarquer Olivier Hubeda. Je cite, « C'est quoi cette colorimétrie à la con derrière la candidate ? Qui a déclaré que le gris-noir était la couleur de Reconquête ? Y a-t-il un comité qui attribue ?» Jean-Yves, comment peut-on analyser ce choix des couleurs, vert contre gris ou noir et blanc, censé rappeler les heures les plus sombres peut-être ? Si, BFM fait un débat, mais il dit voilà, il y a une candidate gentille, qui est la candidate écologiste avec le fond vert derrière. Et puis, il y a une candidate méchante, qui est la candidate de Reconquête, Marion, avec un fond gris derrière. C'est juste, ils n'ont pas mis Marion en noir et blanc directement. Voilà, carrément. Alors, l'ARCOM devrait quand même rappeler un certain nombre de règles, d'équilibre. Bon, ceci étant, au fond, au final, le gris était assez élégant et le vert assez fatigant. Donc, bon. Mais l'intention, en tout cas, était manifestement... c'est la partialité affichée. Voilà. Donc, je pense que l'ARCOM devrait rappeler BFM aux règles d'équité. Dernière pastille, propagande, fake news sur les bébés décapités en Israël. Après les attentats du 7 octobre commis par le Hamas, on a eu une affirmation persistante selon laquelle des bébés auraient été décapités par les assaillants. Or, il s'avère que c'est finalement faux, comme le rapporte le journal Le Monde, itinéraire d'une rumeur au cœur de la bataille de l'information entre Israël et le Hamas. Dans l'horreur qu'a constitué ce massacre du 7 octobre, il n'y a jamais eu 40 bébés décapités. Le bureau de presse du gouvernement israélien l'a confirmé au Monde. Jean-Yves, est-ce que c'est un peu une illustration de la propagande de guerre, désinformée et il en restera quelque chose ? Probablement aujourd'hui, si on pose la question aux Français, y a-t-il eu des bébés décapités ? Ils diront oui. Nous en avions parlé à l'époque sur les médias en incitant à une certaine prudence dans la mesure où la guerre amène forcément le bobard de guerre et le bébé c'est terrible. Le bébé décapité, ça soulève l'émotion et quand on soulève l'émotion, je l'ai déjà dit, on étouffe la réflexion. Alors, c'est pas la première fois qu'on utilise le bébé au service de la propagande. La première guerre d'Irak en 1991 avait été justifiée, si l'on peut dire, par le fait que la soldatesque irakienne avait été accusée d'avoir débranché les couveuses de Kuwait City. Donc, on sait que c'est faux, mais ça avait marché formidablement à l'époque. Et dans un genre un peu différent, parce que lui, effectivement, est vraiment mort. Il y avait le petit bébé Aylan, le petit enfant Aylan, retrouvé sur une plage de Turquie, qui a servi à tuer la réflexion et l'esprit critique pendant des mois pour imposer une immigration massive. Vous vous souvenez, c'est l'époque où l'Allemagne avait
accueilli 1 500 000 migrants sur la base d'une photo, d'une image d'un petit enfant, effectivement, qui était mort, ce qui est très triste, mais qui ne justifiait pas la suite, et qui était mort aussi parce que ses parents n'avaient pas pris les précautions qu'il fallait avant de le faire monter dans le bateau. Voilà, il faut quand même redire les choses. L'exploitation de la souffrance des enfants, malheureusement, ça fait partie des éléments de base de la propagande de guerre et de la propagande politique de manière plus générale. On arrive déjà au terme de ce numéro 486 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. Merci Jean-Yves pour cette émission. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, vous abonner ou de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Pierre Péan, un grand journaliste disparu aujourd'hui qui avait révélé les réseaux d'influence, notamment de Mediapart. Vous allez le voir. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un très grand journaliste disparu, Pierre Péan. Né en 1938 dans la Sarthe, Pierre Péan est un journaliste d'initiative, comme il se plaît à se définir, et auteur d'essais à succès. Spécialiste de l'Afrique où il entretint de nombreux réseaux, il fut un observateur incontournable de la vie politique française. Il s'est éteint le 25 juillet 2019. Très au fait des scandales politico-financiers, Pierre Péan est à l'origine de très nombreuses révélations sur la corruption et sur les réseaux d'influence. Ses livres lui ont valu de nombreux procès et ont fait la une du fait de leur révélation souvent à contre-courant des médias de grand chemin. L'auteur est également très critique vis-à-vis des journalistes de pseudo-investigation, style Mediapart, ne faisant au fond que sous-traiter les informations qui leur sont fournies par la police, par les renseignements ou par la justice. Sciences Po, études de droit, Péan est inclassable politiquement. Il a été proche du gaulliste Joël Le Teul, mais aussi participé à une liste d'extrême gauche dans une commune du Val d'Oise où il résidait. Vivant au Gabon entre 1962 et 1964, alors au titre de la coopération, il en gardera de nombreux réseaux. D'abord journaliste à l'AFP, il rejoint en 1970 l'Express, puis le Nouvel Économiste. En octobre 1979, il joue un rôle majeur dans l'affaire des diamants, révélée par le Canard enchaîné, impliquant Valéry Giscard d'Estaing et l'ancien empereur de Centrafrique. C'est lui, Pierre Péan, qui a fourni au Canard une note signée par Bokassa, prouvant que VGE, alors ministre des Finances, avait reçu la fameuse plaquette. L'actualité de Pierre Péan a été surtout marquée par les sorties de ses livres. Revenons sur ses ouvrages les plus marquants. En 1994, c'est Une jeunesse française, sur François Mitterrand, ses rapports avec la cagoule, Saint-Francisque, son soutien à Philippe Pétain et son entrée un peu tardive dans la résistance. En 2003 paraît La face cachée du monde. Ce livre, coécrit avec Philippe Cohen, lui aussi disparu, décrypte comment le trio Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Minc a totalement détourné l'œuvre du fondateur, transformant un journal de contre-pouvoir en spécialiste des abus de pouvoir. Le livre met aussi en lumière les liens curieux d'Edoui Plenel avec les syndicats de police. Suivront entre autres des ouvrages sur Bernard Kouchner, sur Le Pen en 2012, un autre sur Jean Moulin et un dernier sur Jacques Chirac. Terminons par une citation parue après sa mort, dans Le Monde diplomatique de septembre 2019, où il dissèque le système Mediapart. Je cite, « L'enquêteur de Mediapart est un gestionnaire de fuite. » Un de ces aspects, le deuxième aspect, tient justement à l'origine et à l'usage de ces informations. Leur exploitation repose sur la violation de deux lois, la présomption d'innocence et le secret de l'instruction au nom d'un principe, le droit à l'information. En d'autres termes, le journaliste ne se contente plus d'aider à la manifestation de la vérité et d'éclairer le jugement des lecteurs. Il se fait, dans le cas d'espèce, auxiliaire de justice
voire de police. Fin de citation. Tout est dit. Merci Pierre Péan.